Bonjour et bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans Que le mariage soit. Et nous sommes là avec ma ravissante et charmante épouse, Rolia. Oui, j'aime quand tu dis ça. J'aime quand tu dis ça. J'aime ça. Ça me donne des ailes. Ça fait vibrer mon cœur. Et voilà. Heureusement que j'ai les mots pour faire vibrer ton cœur. Ah ouais. Alors, comment tu vas? Moi, je vais très bien. Je suis juste heureuse d'être sur ce plateau. Et oui, pour ce nouveau numéro. Nos amis de notre émission Que le mariage soit. Exactement. Et surtout, savoir que ce que nous allons dire va sûrement aider un couple. C'est ça notre joie. Pas seulement un couple, même des célibataires. Et des célibataires et des familles entières. Exactement. Nous vous bénissons là où vous êtes. Nous vous bénissons, vous tous qui nous contactez, Amen. vous tous qui profitez de ce que nous disons et que, bien sûr, vous n'écrivez pas, vous ne nous contactez pas. Nous vous disons juste que le Seigneur vous bénisse davantage parce que le plus important, c'est pas que nous, on soit au centre de toute chose. Le plus important, c'est que Christ vienne vraiment restaurer, réparer et surtout vous mettre sur des nouvelles bases. Et surtout que Christ règne dans vos vies et dans Amen. vos familles. C'est le plus important. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est quoi le thème? Aujourd'hui, vous savez, les gens nous ont écrit, on a eu beaucoup d'interactions avec des couples à propos de ce sujet. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, c'est vraiment un sujet qui est l'une des causes des disputes au sein des couples. Beaucoup de couples se disputent parce qu'en fait, il y a cette problématique qu'on n'arrive pas à gérer. Et je pense en fait, Eden, c'est pas seulement... tu vois, quand on parle des couples, il faut préciser ici que ce problème a souvent trait à l'Afrique. À l'Afrique, de moins en moins peut-être en Occident, mais l'Afrique a ses sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que peut-être déjà la société nous a montré une certaine manière de faire qui dérange un petit peu dans notre configuration aujourd'hui. Les traditions, les configurations, le modernisme. Les couples ont tendance à se moderniser et il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, tu sais que je peux me dire, ok, nous deux, nous sommes sortis, tu es parti, je suis partie au travail aussi, et toi, tu es rentré plus tôt que moi, et tu entres dans la chambre, tu te dis que, enfin, je vais faire le lit. Tu fais le lit, et je rentre, je trouve que le lit est fait, c'est papa qui a fait. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Pas du tout. Comment tu te sens quand tu le fais? Non, mais je dois me retrouver dans un endroit propre. Exact. Je suis à l'aise, je peux m'étendre, je peux même commencer à dormir. Pourquoi est-ce que je vais attendre que tu reviennes pour que le lit soit fait? Non, je vais me mettre à l'aise. N'est-ce pas que même Jésus nous a dit, aime-toi comme aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, je dois commencer d'abord par m'aimer moi-même en faisant bien le lit, en l'étalant bien, que ce soit bien propre, que ce soit que la chambre sente bon. Et là, je suis à l'aise. C'est de la même manière que quand tu vas arriver, tu trouveras la chambre propre, ça sent bon et le lit est fait. C'est une manière aussi de montrer que je t'aime. Ah ben voilà. Donc, vous voyez que cette conversation qu'on est en train de tenir, ça ne se tient pas dans tous les couples. Ah, ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre couple. Je vais vous donner le nom de ce couple qui s'appelle Iris et Candice. Iris, c'est l'homme et Candice, c'est la femme. Si on est prêt pour l'histoire, je vais lancer. Vas-y. Alors, d'accord, on commence l'histoire. Iris et Candice, un super couple magnifique. Quand on les voit à deux, ils sont juste exceptionnels, extraordinaires ensemble. Ils se sont mariés, ils se sont entendus que la bonne n'entrerait pas dans leur chambre pour pouvoir nettoyer. Et donc, Iris travaille, Candice ne travaille pas. Nécessairement, automatiquement, c'est Candice qui fait la chambre. Jusque-là, tout va bien. Et donc, l'histoire continue leur vie commune. Ils avancent et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques années, Candice commence quand même à avoir des problèmes avec son dos. Elle a des douleurs au dos. Ce n'est pas parce que justement elle a voulu, mais ça arrive. Vous savez, les femmes avec quelquefois des problèmes de santé, elle a des problèmes de dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme la bonne n'entre pas, le travailleur, je veux dire, n'entre pas nécessairement dans la chambre,
Iris, donc, ou sinon Candice, quand elle reste à la maison, pendant tout le temps où Iris n'est pas là, elle a du mal à bien nettoyer la chambre. Et du coup, la salle de bain de la chambre commence à sentir un petit peu, la chambre commence à sentir un petit peu. Et quand Iris rentre, elle trouve que c'est pas propre. Il trouve en fait que c'est pas propre. Et quand il essaie de poser la question à Candice, Candice dit « Chérie, je suis vraiment malade, j'ai mal au dos. » Le premier jour, ça passe. Le deuxième jour, ça passe. Troisième jour. Et de plus en plus, Iris, quand il entre dans la chambre, il trouve que le lit n'est pas bien fait, il trouve que c'est sale. Il commence alors quelquefois à donner des mauvaises réponses en fait à sa femme. Mais sa femme se dit, je fais le lit, c'est que j'arrange la chambre, je l'ai toujours fait, mais là, mon état de santé ne me permet pas de le faire. Alors, au fur et à mesure que le temps passe, la chambre il y a des choses que Iris ne retrouve pas dans la chambre. Et un jour, en fait, il a fait tomber sinon sa cravate qui est entrée sous le lit. Il fait juste entrer la main sous le lit pour prendre sa cravate. Oh là là, c'était tellement sale, des toiles d'araignée en dessous. Et c'était horrible pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Grosse frustration. Oui, grosse frustration. Le couple ne fonctionne plus bien parce que ça ne marche pas. L'ambiance est juste devenue délétère. Alors, Iris, un jour, s'est dit, mais là, franchement, je vais vraiment parler à Candice, c'est pas normal. Et Candice, ce jour-là, était sur la défensive pour dire, tu ne prends pas, en fait, tu ne considères pas ce que moi je te dis. Regarde comment moi, je suis en train de souffrir, mais toi, tu ne prends pas la peine soit de m'écouter ou sinon de comprendre que je suis malade. Au fur et à mesure, en fait, qu'ils avancent, Iris, un jour, juste pète un câble et il se met à crier sur Candice et à même dire qu'elle est mal élevée, mal éduquée. Voilà, à ce point. Et comme ça touchait les parents, Candice n'était pas du tout contente. Ils ont appelé les parents et ça a été vraiment une histoire qui était arrivée même jusqu'au point où les deux ont commencé à penser à divorcer parce que c'était juste invivable. Ils se comprenaient plus. Tout ça à cause d'une tâche ménagère qui aurait dû être faite d'une certaine manière, mais parce qu'en fait, l'homme pense que cette tâche ménagère, c'est pour la femme, moi je peux pas toucher. Et du coup, ça créait vraiment un problème qui aurait pu être réglé. Et donc là, ça nous pousse en fait à revenir sur... Et à réfléchir sur la nature en fait du problème. Exactement. Est-ce que, excuse-moi, hein, j'ai suivi ton histoire très attentivement, est-ce que c'est un problème lié aux tâches ménagères ou le vrai conflit serait un conflit qui serait lié au caractère de l'un comme de l'autre? Moi, je pense en fait que ici, c'est pas une histoire nécessairement de caractère. C'est une histoire d'une tâche qui n'a pas été bien réglée. Ils n'ont pas eu la même compréhension. Ils ne se sont pas mis ensemble en fait pour se dire, tu vois, nous, notre couple va fonctionner de telle manière. Donc, il n'y a pas de charte. Il n'y a pas de charte. Il n'y a pas non plus de répartition de responsabilité. Et même de compréhension de ce que c'est qu'un foyer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu vraiment devant vous pour vous parler de c'est quoi un foyer, c'est quoi ce qu'on appelle foyer, qu'est-ce qu'on appelle ménage. Qu'est-ce qu'on appelle ménage, qu'est-ce qu'on appelle foyer et comment est-ce que chez vous, vous pouvez aussi faire en sorte que votre petite vie à deux soit une vie extraordinaire, exceptionnelle. Juste des petites astuces comme ça et vous verrez que, c'était simple. Mais quand les enfants arrivent, donc ce n'est plus un foyer. Si, c'est un foyer. Parce que tu parles de petite vie. Non, mais je vois en fait la petite vie en famille. Je donne juste un exemple. C'est vrai que c'est différent quand les enfants ne sont pas encore là et les enfants arrivent. Je donne juste un exemple. Toi et moi, il nous arrive de voyager. Quand on voyage, et d'ailleurs, on apprécie même un peu plus quand on voyage, effectivement, justement parce qu'on trouve que quand on est ensemble, on arrive à s'en sortir sans qu'il y ait besoin d'un travailleur, de quelqu'un, mais aussi parce qu'en fait, toi et moi, on sait ce que c'est qu'un foyer et comment la répartition de tâches doit être faite.
je voudrais aussi, en fait, surtout en tant qu'homme, que tu nous dises comment les hommes considèrent les tâches ménagères. Bon, pour les hommes, je peux dire en général, pour ne pas catégoriser, l'homme c'est le chef et c'est lui qui donne les orientations, les directives et comme étant leader, il n'exécute pas. Il est beaucoup plus assis où il a une position qui est une position, je pourrais dire, statique. Elle n'est pas dynamique, mais c'est plutôt la femme qui devrait se charger de mettre tout en ordre. Et lui, il va vérifier si les orientations qu'il avait données ont été suivies à la lettre. Donc, en général, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais en général, c'est lui qui oriente et les autres font le travail. Et lui vérifie si c'est bien fait et il valide. Ça, c'est dans la conception de l'homme. Ça, c'est dans la conception de la société, surtout africaine. Oui, surtout africaine. Ok. Voilà. Donc, il n'est pas trop vraiment dans le fait d'exécuter ou encore de mettre la main à la pâte pour vérifier et se rassurer que les choses se fassent de la bonne manière et surtout travailler en équipe. Parce que c'est lui le capitaine de l'équipe. C'est lui qui m'a dit, en fait, c'est lui qui m'a dit, en fait, ceci, faites cela et tout ça. Exactement. Donc, pour l'homme, en fait, dans la compréhension de l'homme, moi, je voudrais vraiment d'abord qu'on se comprenne, et même les femmes qui sont en train de nous suivre, comprenons-nous, parce que le plus important, c'est pas juste qu'on vous dise, allez, faites ceci, mais il faut qu'on se comprenne pour qu'on arrive à se dire, c'est quoi la meilleure façon de traiter ce sujet? Comment vous, de votre côté, vous pouvez... C'est un échange qu'on peut faire où on peut partager les expériences parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous partageons, mais nous savons aussi que vous pouvez nous donner aussi votre expérience par rapport à comment ça se passe chez vous et ça peut être non seulement salutaire mais bénéfique à plusieurs autres familles qui recherchent à atteindre l'harmonie et l'entente par rapport à cette organisation du foyer ensemble. Alors, le premier point qu'on devrait vraiment aborder, c'est quoi un foyer? Quand on parle de foyer, quand on parle de ménage, quand on parle de... Oui, pas nécessairement, on va pas aller entrer dans la définition du dictionnaire, vous pouvez taper sur Google, mais déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau et qui comprenons la volonté de Dieu, la vision de Dieu sur la famille, sur le couple, il faudrait savoir que le ménage, le foyer, c'est deux personnes. Ça veut dire c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas la femme ménagère et l'homme dehors. Le ménage, c'est l'homme et la femme. Donc, ça veut dire que dans le cas d'Iris et de Candice, Iris qui pense que c'est à Candice, qu'elle soit malade, qu'elle soit, même qu'elle soit morte, c'est à elle de faire la chambre. Désolée de le dire. Si tu penses qu'en fait c'est un travail, ranger la chambre, c'est un travail de la femme, c'est que tu n'as pas compris que le ménage, c'est à deux. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément le faire, mais ça veut dire que quand c'est sale, c'est ma femme et moi. Oui, c'est nous deux qui... On ne juge pas le foyer par juste le fait d'indexer une personne, mais on juge le couple en termes de groupe. Exact. Si c'est l'équipe qui a perdu, c'est toute l'équipe qui a perdu. C'est pas Iris simplement, et c'est pas Candy simplement. Mais si c'est le couple qui se comporte bien, qui a gagné, c'est tout le couple. Ce sont les deux personnes. Exactement. Et on va voir en fait dans notre société, quand on vient quelque part, on entre dans une maison, on trouve que la maison est sale, on a souvent tendance à indexer la femme. On ne dit pas qu'il ne faut pas dire à la femme que mais comment c'est sale, mais on dit ceci. L'homme et la femme, leur comportement devrait se passer dans... En fait, les deux doivent se sentir gênés parce que on n'a pas dit, c'est écrit nulle part dans la Bible, que la responsabilité de rendre propre la maison, ce n'est que pour la femme. Attendez, ne criez pas encore. On n'a pas non plus dit que la responsabilité de rendre propre la maison, c'est pour l'homme, mais on a dit que c'est pour les deux.
Mais je crois que si tu en parles, si on rentre au début, vraiment dans le jardin d'Éden, je crois que Dieu a donné à l'homme et à la femme, les deux, la responsabilité de développer et de garder le jardin. C'est-à-dire que l'endroit où le Seigneur va placer, vous avez la responsabilité de le mettre dans un état tout à fait agréable et aussi de garder ça agréable pour vous, et vos enfants et toute votre descendance. Donc, et la femme venait en aide. Oui. L'homme a reçu les instructions, la femme vient en aide. Ça veut dire c'est pour vous deux. Exactement. Et quand c'est sale, c'est le couple qui est sale. Quand c'est propre, c'est le couple qui est propre. Même si chacun peut être au front, plutôt chacun peut être là, moi je suis ici, là, toi t'es là. Particulier dans le couple. Mais c'est pour vous deux. Exactement. Nous ne voyons pas en fait ce concept de couple comme étant deux personnes distinctes. Le couple, c'est deux personnes, c'est pas une seule personne. Alors, dans le cas de Candice et de Iris, ils ont des noms compliqués. Candice et Iris. Ça rime bien à toi. Oui. Il faudrait plutôt voir les choses dans le sens que le poids, en fait, chacun a une bonne raison d'avancer des arguments. L'homme se dit, j'ai travaillé toute la journée, je reviens, j'aimerais avoir un coin de la maison, plutôt me retrouver à la maison où je suis à l'aise, où c'est propre, tout ça, mais je retrouve qu'il y a ça et ça. Mais je crois qu'il omet le fait que la femme n'est pas dans son état normal. Quand il a épousé Candice, elle n'était pas malade. C'est des années après qu'elle a eu ce petit problème de dos. Et en plus, ça se soigne. Le plus important ici, c'est de manifester l'amour. Et pour manifester l'amour, comme le dit Matthieu 5, pour manifester l'amour, il faudrait absolument que l'homme puisse prendre cette responsabilité de soutenir sa femme dans des moments difficiles comme celui-là. Il doit prendre soin de sa femme. N'est-ce pas que Jésus a dit qu'il faut que les maris aiment leur femme comme leur propre corps, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Il faudrait, comme sa femme est malade, il sait ce que c'est d'être malade. Donc il doit prendre soin de sa femme comme si lui-même était malade. C'est une partie de lui. Et ce fait-là de s'énerver, je crois que soit il n'est pas tout à fait enseigné, soit il connaît vraiment pas, et soit il a un problème de caractère qui fait en sorte que, au lieu de prendre ses responsabilités en tout état de cause, c'est-à-dire en connaissant les tenants et les aboutissants du mariage, en fait, non, il choisit de se comporter en égoïste. Il veut des choses que pour lui. Il veut que ça soit propre pour lui. Il veut que ça puisse sentir bon pour lui. Il veut que tout se passe comme il l'a donné comme orientation et que rien ne puisse rater. Et ça, c'est un peu de l'égocentrisme. Ne pas tenir compte de l'existence de l'autre, puisque c'est une partie de toi. Tu peux pas t'engueuler toi-même, tu peux pas te taper toi-même. Donc, il faut voir que le mixage ne s'est pas bien fait. Ça, c'est mon point de vue. Exactement. Le mixage ne s'est pas bien fait. L'homme n'a pas nécessairement appris. Il ne connaît pas la définition de ce qu'on appelle ménage-foyer. Il y a encore autre chose. C'est, tu voyais, quand vous êtes dans un couple, il faut toujours essayer d'étudier les choses telles qu'elles sont faites. Ne gobez pas toujours ce que les gens vous disent. Les gens disent que l'homme est, comment on dit, l'homme est le chef, comme un peu tu as défini. L'homme est le chef de la famille. Le chef signifie que c'est toi qui donnes des ordres et toi, tu as les pieds tranquilles sur la table et tu es en train de zapper la télé. On nous dit souvent que le chef c'est ça. Mais attention. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Ne nous dit pas ça. Le chef c'est celui qui montre le chemin, celui qui montre l'exemple. C'est celui qui travaille même plus que les autres. Celui qui est sur le terrain. C'est celui qui véritablement montre l'exemple. Montre l'exemple. Jésus-Christ disait, voilà, je dois vous laver les pieds. Exactement. Et pourtant, c'est lui qui était le maître. On l'appelait maître, rabbi.
Mais il dit, mais pourquoi tu veux que je te laisse me laver les pieds? Il dit, non, tu comprends pas. Tu comprendras. Mais après, tu comprendras ces choses. Il a lavé à Pierre et à tous les autres disciples. Ça veut dire que il a même dit que celui qui est plus grand dans le royaume des cieux, soit le serviteur de tous. Donc, il faut, si tu veux être plus grand, il faut servir. Si tu veux être leader, si tu veux être le mari, le chef, sers ta femme, sers tes enfants, sers la communauté, sers dans ton église. Sois le plus grand serviteur, celui qui donne de son temps, celui qui donne de son amour, de son affection, de son intelligence, de son sacrifice, de tout ce qu'il est, pour que les autres soient bien. C'est en ce moment-là que tu es vraiment le chef dans le royaume des cieux. Exactement. Et donc, vraiment, chez vous, réfléchissez à comment vous marchez. Mais vous voyez, on nous dit que le chef est là, lui, il est dans son coin en train de faire le chef. Dans son coin en train de faire le chef. La femme aussi est dans son coin à la cuisine ou dans la chambre en train de nettoyer, en train de travailler et tout ça. Mais réfléchissez, ce modèle de couple, est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est quoi les bénéfices en fait d'avoir, voilà, c'est quoi le bénéfice d'avoir une femme qui est très ménagère et puis un homme qui est en train de faire sa vie? C'est quoi le bénéfice d'avoir ça? C'est quoi le bénéfice de travailler ensemble? Oh, mais depuis qu'on est mariés, nous, c'est le type le type de ménage que nous, on a voulu installer chez nous. Ça veut dire, il n'y a pas, ce que moi je sais faire, je vais le faire. On est tous ensemble. On passe du temps ensemble. C'est ça le plus beau en fait. Quand il faut faire le ménage Travailler ensemble. en équipe. Travailler en équipe. Je vois déjà quand par exemple, mon mari fait magnifiquement bien le lit. I love you. Merci. I love you too, baby. Donc, il fait magnifiquement bien le lit. Et quand on est souvent en train de nettoyer notre chambre, parce qu'on n'aime pas non plus que la dame de ménage entre, c'est que moi, je suis en train de nettoyer ici, il est en train de ranger les habits, il fait le lit, je suis en train de nettoyer la salle de bain, je suis en train de frotter. Et ça fait une sorte d'ambiance, mais extraordinaire. Et en même temps, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires, on rigole. Et on voit que les enfants nous suivent. Eux aussi, ils essaient de faire la même chose. Donc, exactement. Ça fait en sorte que le ménage arrive à vivre. C'est notre chambre. C'est à nous. Je ne parle pas que de la chambre. On montre l'exemple aux enfants. Exactement. Non pas en leur disant seulement, venez faire. Mais voient les parents faire. Ils imitent ce que les parents font. Exactement. Donc, essayez de réfléchir. Dans la plupart des cas, nous avons des hommes qui ne savent rien du tout. Bon. Non, je parle de l'Afrique. Hein. Enfin, et puis, mais après, savoir, c'est une chose, et puis, ne pas vouloir faire, c'est aussi une autre. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent... Peut-être que c'est la culture. Oui, la culture. Mais on me demande pas... Ce qui est bizarre, ma chérie, c'est quoi? C'est que, puisqu'on est en Afrique, quand ça se passe comme ça, on est en Afrique, les couples se comportent de cette manière, dans ce modèle-là. Mais une fois qu'ils font l'immigration vers l'Occident. Ils changent. Ce qu'ils ne faisaient pas ici. Ils vont faire là-bas. Ils ne nettoyaient pas une assiette. Il a mangé, il laisse ça, il part. Non. Mais quand il arrive là-bas, oh, il est le premier à nettoyer. Donc, vraiment, il va tout à fait, il va changer. Va changer. Pourquoi est-ce que ce changement ne doit pas commencer? Ça doit être naturel. Ça doit pas quelque chose qui est ça doit pas être quelque chose qui est une contrainte, parce que dans la société occidentale, on impose une certaine parité, une certaine complémentarité qui est soi-disant obligatoire. En fait, c'est juste le fait de pouvoir obéir à la parole de Dieu et être un véritable vis-à-vis de l'autre. Oui, aimer l'autre, tu vois. C'est vrai, elle est ton aide, mais tu dois l'aimer comme tu aimes ton propre corps. Donc, quelque part, elle n'est pas ton égale, mais elle est une partie de toi. Donc, l'aider, ce n'est pas te rabaisser, ce n'est pas devenir son esclave, ce n'est pas que tu deviens un sous-homme, ni une femmelette, mais tu gardes ton statut de leader. D'ailleurs, en travaillant plus, tu as ce bénéfice de connaître très bien ces choses que les autres font. Si on vient te dire, voilà, j'ai pas travaillé parce que moi je fais ce travail en 15 minutes. Comment toi, en 2 heures, tu n'arrives pas à terminer parce qu'il n'y a que ça et ça et ça à faire. Ouais. Tu connais le travail qu'il y a à faire dans la maison.
Et on va aussi dire que ce type de couple crée l'autonomie très vite. Vous savez, je donne juste un exemple. Autonomie. Oui, l'autonomie du couple par rapport aux travailleurs qui doivent toujours être là autour de vous, ou sinon des personnes qui doivent toujours être là en train de vous aider. Est-ce que c'est conseillé d'avoir des travailleurs et des sœurs et des frères, des neveux, dès le premier jour du mariage, vous allez chez vous et puis il y a tout ce monde-là qui... Est-ce que c'est conseillé? Normalement, non. Pourquoi? Quand vous vous mariez, vous avez la première année, deuxième année pour vous connaître vraiment en profondeur, pour vous accepter. Et d'ailleurs, quand vous voyez un couple... Donc, c'est le moment, une période d'acceptance. Une période où vous devriez travailler sur... Tu vois, vous devriez connaître à fond votre... Vous n'allez pas, en fait, vous marier à peine et puis vous ne savez pas sortir dans votre propre salon en petite tenue. Ça, c'est pas conseil. Sortir en petite tenue parce qu'en fait, le mariage, c'est que l'autre doit accepter ton corps tel qu'il est. Et toi aussi, tu dois accepter ton corps aussi, le corps aussi de l'autre. C'est-à-dire, il faut qu'il te connaisse, qu'il t'aime, qu'il aime toi, qu'il aime ton corps, qu'il n'aime pas le corps de quelqu'un d'autre. Donc, il faut travailler ça pendant les premières années de mariage. Exactement. En tout cas, occupez votre espace. Occupez votre espace. Sortez en petite tenue comme vous voulez, mais vraiment soyez à l'aise. Soyez à l'aise. En tout cas, pas de nièce, pas de tante, soyez à l'aise s'il vous plaît. Et ne soyez pas du genre vous êtes à deux en train d'être en pleine intimité, vous savez pas crier, vous savez pas vous exprimer parce qu'il y a quelqu'un à côté qui va entendre. Je vous le dis. On vous l'a déjà dit, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça chez vous, on vous le déconseille, soyez seul. Voilà. Soyez dans un espace qui soit vraiment convivial. Exactement. Personne ne viendra vous déranger et que vous puissiez vraiment vous exprimer et démontrer l'amour à votre femme et à votre mari. Et aussi, en restant seul, c'est là où maintenant, vous allez aussi vous approprier de votre foyer, de votre ménage. Vous savez, le fait que l'homme et la femme s'approprient de leur ménage, leur foyer, ça fait en sorte qu'il n'y ait personne qui n'arrive vraiment à vouloir passer trop de temps dehors, trop de temps avec des personnes extérieures, trop de temps avec des personnes qui sont dehors. Mais tu as vite envie de rentrer parce que c'est chez toi, c'est là où tu habites, c'est ça ton monde, voilà. Et vous allez installer ça au fur et à mesure que les jours passent, vous allez installer ça. Mais c'est plus facile quand l'homme dit, je vais donner un coup de main aussi, je vais aussi faire, la femme dit aussi que je vais faire. Alors, Iris, on remarque qu'il s'énerve et lui-même crée l'ingérence dans son propre foyer. C'est lui qui a créé l'ingérence parce que il a insulté, il a traité sa femme de mal éduquée, qui veut dire tes parents t'ont pas bien éduqué, donc ça veut dire tes parents ne sont pas bien éduqués non plus pour te transmettre cette tare. C'est une tentation à laquelle il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais dire à l'autre je suis mal éduqué. C'est ce qui fait maintenant qu'il y a ingérence. Il ne savait pas qu'il y avait des problèmes de maladie ou encore que la maison n'était pas faite. Mais c'est en ce moment-là que la belle-sœur, la belle-mère de l'autre côté savent que là-bas, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, comment gérer le couple, comment gérer le foyer pour ne pas ouvrir soi-même la porte à l'ingérence de la belle famille? Exactement. Et ça, c'est là... Comment on fait? C'est vraiment la grande question. Comment est-ce que le langage doit être contrôlé pour ne pas ouvrir soi-même la porte? Parce que c'était en huis clos. Mais maintenant, la belle-mère sait. Le beau papa là-bas va venir dire, vous avez dit que mon fils ne parle pas bien, il est impoli. Tu vois? Et pourtant, il a dit vrai, votre fille. Et puis, c'est parti en vrille. Maintenant, en fait, quand vous avez atteint ce problème-là, déjà dans votre couple, la première des choses à faire, c'est de comprendre que, c'est une question qu'on n'avait pas gérée avant. On n'avait pas abordé la question. Pendant les fiançailles, ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de la gestion du ménage. Pendant les fiançailles, maman, papa, jeune fille, jeune garçon, parlez de ces choses-là. Très important. Chérie, toi, parler ne veut pas dire qu'elle vient tous les jours nettoyer tes habits. C'est pas ça. Mais ça, c'est
Eden, chérie, tu sais, Mais ça, c'est pas ça. c'est un autre problème. Non, mais c'est pas ça. L'autre problème, c'est que les mamans, elles n'ont déjà pas formé leur garçon, que leur maison, leur chambre est un peu dans un désordre, voilà. Ordonné. Un désordre ordonné, disons-le comme ça. Et la maman compte sur la femme que le gars va épouser pour venir gérer de l'ordre. Selon les normes standards. Ça, il est en train d'épouser une boniche, on est sûr. On est d'accord. C'est une boniche qu'il cherche. Dans ce sens-là, oui. Oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que tu es en train de dire à ton fils déjà le type de femme qu'il va épouser. Le type de femme qu'il va épouser, c'est une femme qui travaille, qui sait bien ranger la chambre. Et lui, quand il remarquera qu'une fille qui va venir et qui ne va pas toucher à la chambre, il se dit non, je cherche une qui va ranger ma vie. Et la femme qui vient ranger, ce n'est pas toujours la femme dont tu as besoin, peut-être. Peut-être que tu as besoin d'une femme qui sait, tu vois, une femme plutôt très, très indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'une femme qui sait travailler, qui sait chercher, qui sait... Et maintenant, tu vas te retrouver avec une bonne à la maison et qui ne fait que faire ça. Tu es content dans un premier temps parce qu'elle a apporté la propriété. Mais par la suite, tu remarques que tu ne fais rien avec elle. Tu vois un peu de quoi je parle. C'est désolant. Vraiment, c'est désolant. Attention, les papas, ne tombez pas dans ce piège-là. Si votre chambre est sale et que vous n'arrivez pas à ranger, la chose à faire, l'action à prendre... Ce n'est pas épouser une femme. Une femme, c'est d'apprendre à ranger. Apprendre à ranger. Non, apprendre à ranger, oui, mais quand déjà le garçon est indépendant, qui va au travail, tout ça, il engage une bonne. Il peut apprendre à ranger. Oui, bien sûr. Mais parce que le truc, c'est que quand tu es en bon mariage, tu devras apprendre à ranger quand même aussi. Mais dans le sens, non, il apprend à ranger, mais dans le sens que, voilà, il a besoin quand même de quelqu'un pour préparer la nourriture pour lui et tout ça. Il ne doit pas être pressé de se marier parce qu'il a besoin qu'on prépare pour lui. Exact. Non, cette tâche-là, on peut la donner à un agent, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a engagé, un homme ou une femme, qui vient préparer tous les jours, qui met de la propreté, mais qui ne remplace pas, en fait, le rôle que l'homme a aussi de s'assurer de la propreté chez lui à la maison. Donc, épouser une femme n'est pas dire qu'on épouse une ménagère que l'on paye. Non, voilà. C'est différent. La femme n'est pas la ménagère qui travaille chez toi pour un salaire. Et vous allez voir aussi que le fait de payer en plus la dot, ça légitime cette envie-là de dire j'ai payé ma dot, tu dois travailler chez moi. Je dis, mais tu sais pas comment je vais payer toute la dot. Vous imaginez donc quel type de couple, en fait, quel type de mariage nous avons aujourd'hui. Les gens ne disent pas. C'est culturel. Voilà. C'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ont inventé, mais je crois qu'ils ont vu faire les générations antérieures et ils répliquent simplement ce qu'ils ont vu pour dire que la dot, c'est comme une sorte de laisser passer pour dire, voilà, nous avons tous les droits. J'ai tous les droits, je fais sur toi ce que je veux. Oui, parce que j'ai payé la dot. Or, ce n'est pas un achat. C'est un symbole. Pour faire une alliance entre les deux familles. Et si, dans une famille, on vous fait croire que vous êtes en train d'acheter leur fille, s'il vous plaît, recadrez déjà bien les choses bien plus tôt. Vous avez le droit de dire à la famille de la femme, je ne suis pas venu acheter ma femme. Ah, ça, c'est un symbole. Ça, c'est vrai. Dites-le, soyez libre de le dire, parce que sinon, vous allez payer le prix dans le mariage. Les conséquences seront réelles. Parce que ça va faire vraiment, vraiment très mal. Exact. Et ce genre d'histoire, c'est déjà arrivé, en fait, où la famille du mari vient pour épouser la femme, mais la famille de la femme se met à dénigrer le mari. Oh, il n'est même pas beau. Oh, mais attendez, non? Tu vois, les coutumes, là, on dit non, on est allé chercher la femme, elle est à Katakokombe ou ça. Et donc, toutes ce simulacre qu'ils sont en train de faire, ils ont dépassé les bornes. C'est la famille du mari, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient, ils sont partis. Et le mariage n'a plus eu lieu. Ils ont annulé le mariage sur le même jour parce qu'ils ont démontré une mauvaise foi, une mauvaise, je pourrais dire, éducation. Exactement. Parce qu'on ne peut pas vendre la femme
par rapport à l'argent. On ne peut pas la vendre. C'est un symbole. Et puis, quand l'homme ne se sent pas impliqué dans le foyer, la conséquence, c'est qu'il ne se sent pas aussi impliqué dans le bonheur du couple. Bonne marche aussi. Et la bonne marche du couple. Ça veut dire quoi? L'homme, il se dit, il se met dans la tête qu'il peut avoir du bon, comment on dit ça? Bon temps. Oui, dehors. Bon temps dehors, ça signifie je peux rester avec mes copains, mes copains, mes copines et même avec une autre femme dehors. Nous, ce qu'il sait, c'est que je dois juste apporter de l'argent. Et ça, c'est un modèle de leadership d'homme que nous ne conseillons pas du tout. Et qui n'est pas conforme à ce que la Bible dit. Voilà. Vous imaginez, on va repartir dans la Bible. On a vu que Isaac, qui était devenu vieux, il demande à ses garçons d'aller préparer. Exactement. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'époque, on apprenait aux garçons à préparer? C'est des choses que nous, aujourd'hui, c'est des choses que nous, aujourd'hui, c'est pas dans toutes les familles, hein? C'est pas toutes les familles qui éduquent leurs garçons aussi de manière à ce qu'ils soient tout à fait bien outillés. Exactement. À gérer une maison, à vivre seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire tout faire ce qu'il faut dans la maison. Il sait préparer, il sait nettoyer la maison, il sait balayer, il sait entretenir sa maison et il sait même accueillir même des invités. Donc, s'il va accueillir des invités, il sait comment mettre en place toutes choses pour que les invités soient tout à fait à l'aise. Exact. Et on a vu aussi avec Jacob. Jacob, ce sont ses fils qui prenaient le devant. Ils étaient au four et au moulin. C'est eux qui allaient travailler. Et on a très peu parlé vraiment de ses filles. Mais il y avait plus de fils qui étaient... Donc la Bible est un bon exemple. Un bon exemple à suivre. D'éducation. Parce qu'un homme que vous n'éduquez pas, vous détruisez son foyer. Un homme qui pense que son problème à lui ou sinon sa tâche, c'est seulement d'aller chercher l'argent. Si on fait un homme qui va vite détruire son foyer. Parce que les absences qu'il va avoir dans son foyer va faire en sorte que la femme se plaît maintenant ailleurs. Les enfants se plaisent ailleurs. On attend de toi que l'argent. Et aujourd'hui, on voit les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles cherchent? L'argent. Tu me donnes l'argent et c'est bon. Donc, un homme qui a l'argent, c'est bon pour moi. Et on voit que le mariage est vite détruit. S'il vous plaît, on est vraiment en train de tirer la sonnette d'alarme. Le foyer, le ménage, c'est l'homme et la femme. C'est deux personnes. Vous pouvez vous entendre. Je suis au travail, c'est toi qui fais ça. Toi, tu es au travail, c'est moi qui fais ça. Et pendant vos vacances, je parlais de l'autonomie ici. L'autonomie, ça signifie, on peut même se sentir libre. Avec nos enfants, nous voyageons, nous allons quelque part. Nous savons que nous pouvons vivre ensemble parce que nous travaillons ensemble, nous faisons en sorte que la famille soit heureuse. Mais imaginez... Et c'est même un plaisir des fois que le papa prépare pour la famille. Exactement. Imaginez que vous avez 5 enfants. Et que vous n'arrivez même pas à vous détacher pour aller peut-être en voyage sans la bonne parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Vous imaginez que la maman commence à être un calvaire pour elle avec 5 enfants à gérer et faire tout ce qu'il faut parce que papa, pour lui, il va vous laisser dès que vous êtes en voyage et lui, il sort. La prochaine fois, la maman n'ira plus parce qu'elle aura toute la charge sur elle. S'il vous plaît, papa, vous jouez contre vous-même. Quand vous pensez que tout ce qu'il y a dans la maison, c'est votre femme, c'est le problème, c'est la femme, vous êtes là pour dire oui ou non, viens me demander l'autorisation, viens me donner ma permission. Si vous ne vous impliquez pas, il y aura un déséquilibre qui va vite se sentir et le couple va être comme ça ou comme ça. Mais on a besoin des couples forts ensemble. Exactement. Je crois que ce qui est vraiment recommandé à faire, c'est de vraiment s'abandonner à Dieu et qu'on puisse connaître cette expérience du renouvellement de l'intelligence parce que culturellement, la société a imposé ce modèle de vie en Afrique. Culturellement, on est pressé en fait par ça. C'est une pesanteur. Même si tu ne veux pas, mais la société te dit non, mais on fait ça comme ça, non? Non, le papa, c'est ça. Donc, laisse-la faire, nous on sort. Elle va faire tout ça. Ça aussi, lutter contre la pesanteur. La pesanteur culturelle de l'Afrique.
On ne dit pas que l'Afrique a de mauvaises cultures, mais je pense simplement que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on est plus enfant de Dieu qu'Africain. On est plus enfant de Dieu que de telle ou de telle tribu. Amen. On est plus enfant de Dieu que les enfants de telle ou telle famille. Donc, c'est d'abord la famille de Dieu qui compte. Et ce sont les normes, les prescrits de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui doivent prévaloir et être le fondement de votre foyer. Je suis d'accord avec toi et totalement d'accord avec toi. C'est l'identité d'abord. D'abord enfant de Dieu. C'est d'abord notre identité. On n'est pas là pour nous conformer au monde. On n'est pas là pour faire des choses telles que le monde. Oui, voilà. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En tant que père, vous avez le devoir d'apporter le bonheur dans votre foyer, dans votre ménage. En tant que père, vous avez le devoir. Ce que vous apportez, il n'y a pas que l'argent. Quand on parle d'argent, l'argent, ce n'est pas juste les feuilles que vous apportez. L'argent, c'est votre personne que vous donnez pour que, en fait, votre famille soit heureuse. Vous et les moyens. Vous et les moyens. Vous et les ressources. Vous et les ressources. Exactement. Ne soyez pas comme les gens du monde qui donnent juste l'argent et puis qui sont absents. Mais chez vous, il y a le Minerval, mais il n'y a jamais de relation avec les enfants. Exactement. Ils donnent l'argent pour la nourriture, mais il n'y a pas de relation profonde avec la femme. Mais travailler ensemble, c'est un Eden. Travailler ensemble, ça crée une cohésion exceptionnelle. On vous le dit parce qu'on le vit. Exactement. Travailler ensemble, ça crée une cohésion exceptionnelle. Et travailler ensemble, ça fait en sorte que la personne qui ne sait pas ne se sente pas mal parce que je ne sais pas. Ça, je veux le dire. C'est une complémentarité. Une complémentarité. Vous allez vivre cette complémentarité à quoi? En fait, parce qu'on est différent. Ouais. Et regardez, l'homme ne sait pas. J'ai pas besoin qu'il sache pour qu'il travaille avec moi. J'ai besoin d'avoir sa volonté. Et au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, on va apprendre ensemble. Exactement. Au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous apprenez l'un de l'autre. Moi, je me rappelle que le gombo, j'aimais pas le gombo, j'avais jamais préparé le gombo, je n'aimais pas, je savais même pas pourquoi les gens aimaient le gombo, je savais pas, jusqu'à ce que je me marie et je rencontre Eden qui aime le gombo. Et il n'était pas du genre, merci chérie, c'était pas du genre, prépare-moi le gombo, fais-moi le gombo, toi t'es quel genre de femme qui ne sait pas faire le gombo? Non, simplement, je dis, là, il n'y a pas de résultat. J'ai commencé à dire, viens, on va préparer. On a commencé à faire ensemble. Oui, la première fois, c'est toi qui as préparé. Ouais. C'est lui qui a préparé. Il m'a dit, regarde comment moi je prépare. Il prépare. On a mangé ensemble. C'était délicieux. Là. En fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que le gombo était bon, en fait. Hein? Oui, moi, je pense que ma mère, elle préparait ça, mais je ne mangeais pas. Je trouvais que c'était pas bon. Non, ça dépend de la manière de bon, pas nécessairement la manière, mais j'aimais pas beaucoup les légumes. C'est en grandissant que je me suis dit, mais les légumes sont importants pour la santé. Et donc, le fait de t'avoir vu préparer le gombo la première fois, je ne peux pas oublier. Et je me rappelle aussi, c'était dans le tout début, on n'avait rien dans la maison. On n'avait rien dans la maison, pas grand-chose dans la maison, mais je me rappelle de notre cuisine, notre grande maison avec une cuisine. Je me rappelle de la configuration. Et je me rappelle qu'on n'a pas utilisé le réchaud ce jour-là, c'était au brasero. Non, mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Et le fait de t'avoir vu préparer le gombo, j'ai commencé à préparer ça comme ça. Et la travailleuse aussi qui est à la maison, la femme de ménage, je lui ai appris à préparer le gombo que Eden aime. Je lui ai dit, ok, on prépare ça comme ça. C'est comme ça que nous, on mange chez nous. Et je trouve que ça a résolu un problème au lieu de montrer à l'autre que l'autre ne sait pas. Le fait... Dis-toi, avant le mariage, on ne t'avait pas éduqué. On ne t'avait pas éduqué, on ne t'avait pas appris. Et moi, je suis en train de te dire des choses que moi j'ai apprises en fait avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je ne savais pas, attention. Ça ne veut pas dire que je ne savais pas, j'avais rien. Non, il y a plein de choses que je sais. Mais il y a des choses qui m'ont marqué, que toi tu as ouvert un champ et ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, tu sors quand tu rentres, tu vois que le gars te l'a fait à un niveau. Donc, je regarde, je me suis sentie dans une chambre d'hôtel où on a payé quelqu'un pour ranger. Je me suis dit, mais tiens,
il faut absolument que j'apprenne comme ça moi aussi. Parce qu'il y a des manières de faire. Il faut pas... Et puis autre chose, il faut savoir célébrer l'autre. Savoir célébrer l'autre. Reconnaître les capacités qu'il a, les Oui. dons et tout ce qu'il fait de bien pour le couple. Vous imaginez que je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire, de dire qu'il sait le faire. Si vous avez honte, ou sinon de dire, et puis vous écrasez l'autre tout le temps, vous le cassez déjà, vous cassez l'élan. Il ne va plus faire. Ah, ça c'est... Je ne sais pas si on a encore le temps, et pour ajouter un autre point. Est-ce qu'on a le temps de rajouter encore un autre point? On n'a plus le temps de rajouter un autre point. Non, je crois qu'on va continuer l'histoire. On va en parler la fois prochaine. prochaine. Merci d'avoir été patient avec nous, d'avoir passé ce moment magnifique à parler autour de ce thème tellement important pour les familles et pour les couples, pour ceux qui se préparent au mariage, pour ceux qui rêvent un jour de se marier. Ouais. C'est vraiment un thème qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous permet de nous préparer, même ne fût-ce qu'au second degré, savoir à quoi est-ce qu'on va être confronté, et à aussi prendre cette décision de s'abandonner entre les mains du Seigneur pour, au-delà de l'éducation, avoir cette mentalité céleste qui va nous permettre de pouvoir bien vivre avec l'autre et de composer avec l'autre pour que le foyer soit un foyer épanoui. Mais nous allons parler de ça la fois prochaine. Oui, la fois prochaine, on y revient. On y revient, parce qu'on est là, on est avec vous, on va pas vous lâcher. Non, on vous lâche pas. On lâche rien. On vous lâche pas, tant que le Seigneur donne la vie, là, on va être là pour vous parler et puis vous aider. Non, on ne dit pas que c'est seulement vous qu'on aide, mais nous-mêmes aussi, on s'aide en venant ici et en parlant. Non, je crois vraiment que c'est un partage d'expérience sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a déjà fait et qu'il continue à faire dans les familles, dans les couples. Oui. Et j'espère que cela vous bénit abondamment. Et j'aimerais quand même qu'on fasse une petite prière pour les familles. Oui, on va prier pour vous. Mais je voudrais rajouter une chose. Quand ton mari ne sait pas, on l'a dit ici, ne sois pas le type de femme qui fait se sentir très mal son mari. Et toujours en train de le dénigrer, Je veux vraiment le dire aux femmes, parce que les femmes font ça. Faites attention à la manière dont vous parlez à vos maris. Ce ne sont pas des personnes qu'on doit minimiser, dénigrer, négliger devant les gens. On va sortir des paroles n'importe de quoi, ni même en privé. On ne va pas sortir des paroles n'importe comment. S'il vous plaît, quand votre mari ne sait pas, comment devriez-vous vous comporter? On en parle la prochaine fois. Alors, on prie. Et sur ce, on va se séparer sur la prière. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager autour de ta parole, autour de ce thème du foyer que les deux personnes, les deux conjoints doivent tenir. Nous te remercions parce que tu nous as permis d'avoir la compréhension de l'amour appliqué au couple. Seigneur, à travers cette parole, je te prie que tu puisses délivrer la mentalité de quelqu'un, délivrer quelqu'un de tout ce qui est comme pesanteur de la culture, de la société qui l'empêchait d'être bien avec sa femme, d'être bien avec son mari. Père, je te prie afin que tu renverses les forteresses, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point humaines, mais tiennent leur puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Toutes les forteresses de la culture, de la tribu, de la famille ou de la société qui voudraient empêcher les couples de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu et de construire un mariage épanoui, prospère et uni. Nous renversons cela maintenant au nom de Jésus-Christ et que ton règne vienne, que ta parole prenne la place dans les cœurs, que ta parole prenne la place dans les esprits et que ta lumière puisse éclairer désormais les hommes et les femmes mariés ou encore qui sont célibataires ou qui sont déjà fiancés. Père, accorde ta bénédiction à tous ceux qui ont soif d'être enfants de Dieu, soif de marcher selon la parole. Bénis-les abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on se retrouve à la prochaine. On se voit la prochaine fois sur ce plateau dans
Que le mariage soit. Soyez bénis. Et accompli. Amen. Et prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous.